Bonjour à tous, bienvenue sur Notion Explore. Je m'appelle Tony, je suis certifié et ambassadeur Notion et dans ce podcast, on va interviewer des personnes qui vont nous parler de leurs usages de Notion. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Antoine, CMO au sein de Chris. Il nous dévoile comment Notion s'est petit à petit imposé comme leur outil central pour gérer l'information tout en s'alignant parfaitement avec la politique interne du zéro réunion chez Crisp. De la gestion du support client à l'onboarding, en passant par l'usage de l'API, Antoine nous amène dans son quotidien avec Notion. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Antoine. Hello Tony, ça Ouais, ça va. Et toi? va? Ouais, très très bien, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Ravi de pouvoir partager tout ce qu'on fait chez Crisp en lien avec Notion. Ouais. Bah, merci du coup d'être passé aussi. C'est vrai que c'est hyper plaisant de pouvoir échanger ensemble. C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques temps, depuis quelques années. En plus, je dis quelques temps, mais ça fait quand même Oui, mais, c'est vrai, ça remonte un peu. depuis l'époque de Brest. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est cool de passer du coup dans le podcast. Est-ce que du coup, tu peux te présenter un peu pour ceux qui te connaissent pas encore dans l'écosystème, en tout cas autour? Ouais, bien sûr. Moi, je m'appelle Antoine, je suis actuellement directeur marketing chez Crisp. Avant ça, je travaillais dans un fonds d'investissement qui s'appelait West Web Valley et qui s'appelle aujourd'hui Epopée Gestion. Euh, j'ai travaillé pour et dans tout un tas d'entreprises diverses et variées. Et puis aujourd'hui, je commence à investir dans des entreprises et puis à conseiller d'autres boîtes aussi dans leur stratégie de développement. À titre personnel, voilà, je m'intéresse à tout ce qui a trait à la nature, aux activités nautiques, on va dire, de façon un peu plus large. Et je vis à Nantes. Voilà, petite histoire. Ouais. Ah bah cool. Et du coup, t'as quand même un énorme parcours vraiment côté produit, du coup, market. T'as aussi un peu la culture tech. Je sais que plusieurs fois, enfin, qu'on a pu échanger ou j'ai vu sur des posts, t'as aussi une culture pas mal tech autour. Ouais. Et tu vois l'importance en tout cas autour. Et Moi, c'est le seul diplôme que j'ai. En fait, c'est un diplôme en informatique de gestion, ok. option PHP 5, tu vois. Donc, ça commence à remonter un peu. Ouais, on a le même du coup. Ouais. Qui servent pas à grand chose. Mais ouais, mais j'étais très mauvais. J'étais très très mauvais. Et, je pense que les professeurs de l'époque pourront en certifier. Euh, donc ouais, j'ai pas persévéré dans cette voie-là. Mais en tout cas, ça me sert encore énormément aujourd'hui. Ouais. Parce que je comprends la logique et je sais ce que ça implique quand même. Ouais. Ouais, bah, carrément. Et du coup, est-ce que du coup par rapport à Crisp, tu peux présenter un peu Crisp du coup Ouais. sur Nous, on est un outil de gestion du service client multicanal. Et donc, en fait, on te propose, au travers de ce qu'on appelle une boîte de réception partagée, de pouvoir centraliser l'ensemble de tes canaux de communication. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle a, tu vois, sûrement un numéro de téléphone, un email, peut-être également aussi des réseaux sociaux à gérer. Et c'est d'autant plus d'outils à, euh, à utiliser. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on centralise tous ces canaux de communication, donc, comme je le disais, au sein de même interface. On fédère tes équipes également aussi pour venir casser les silos entre les différents départements. L'idée, c'est d'apporter des réponses à tes clients qui soient plus rapides et plus qualitatives parce que mieux étayées par les compétences des différents départements. Et enfin, on a une troisième brique sur cette boîte de réception qui est une brique dite de données, en fait, qui va permettre de venir se synchroniser avec n'importe quel écosystème de données. Donc, ça va être Notion, par exemple, mais ça va être également aussi des écosystèmes e-commerce, ça va être aussi des SI entièrement maison parce qu'on a des API qui sont vraiment super ouvertes. Et puis, donc, à cette boîte de réception partagée, on vient apporter d'autres fonctionnalités. On va proposer un outil de gestion de contact qu'on est en train de refondre actuellement d'ailleurs pour aller beaucoup plus loin dans tout ce qui a trait tout ce qui a trait à la gestion de contact et d'entreprise. On propose aussi ce qu'on appelle une FAQ. Donc, tu sais, une base de connaissances. Alors là, externe et non pas interne. On va proposer également aussi une brique de marketing automation,
un chatbot, donc un constructeur de chatbot, qui va te permettre d'automatiser des réponses sur tous les canaux de communication que tu auras connectés à Crisp. Une quarantaine d'intégrations avec des outils phares du marché, les Zapier, les Make, les Trello, Jira et consorts. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tu puisses interconnecter Crisp avec tout ton écosystème SI sans que tu aies besoin de faire appel à une équipe tech. Et c'est un peu la vision qu'on développe demain aussi, où en fait, on n'a pas volonté à vouloir tout faire. Parce que on le voit bien aujourd'hui, tu vois, l'hypercentralisation, ça cause quelques soucis, notamment en termes d'usage. Nous, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de spécifique. On va le faire très bien. Mais en revanche, on va pouvoir facilement permettre de se synchroniser avec d'autres écosystèmes logiciels pour faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise ait accès aux différentes informations présentes dans notre plateforme. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait chez Crisp. Ah oui, c'est cool. Bah, c'est vrai que de toute façon, je connais bien, du coup, c'est vrai que on le voit beaucoup, en fait, du coup, quand on navigue sur les différents sites, et notamment dans tout ce qui est start-up, même des entreprises ou autres, du coup, c'est vrai qu'on reconnaît quand même très bien le logo de Crisp, du coup, Ouais, c'est vrai. en bas. C'est vrai. Ah, c'est cool. Vous avez pas mal de clients. Je crois j'avais vu 400 000 la dernière fois, du coup, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. On a 400 000 aujourd'hui entreprises qui nous utilisent. Et tu vois, si on compte les utilisateurs de nos utilisateurs, donc les clients de nos clients, ça compte pour environ 200 à 210 millions d'utilisateurs mensuels. Ouais, c'est cool. Bah, ça fait un volume de données, de bases de connaissances, comme tu dis. Enfin, ça fait pas mal de data, du coup, tout autour. C'est énorme. On a aujourd'hui plus de 5 000, 6 000 bases de connaissances qui sont actives. Ouais. Ah, c'est génial. Et c'est vrai qu'en termes d'usage, il doit y avoir vraiment 50 000 usages différents, en fait, aussi, de domaines et autres. Donc, ça doit être hyper enrichissant, en fait, aussi de découvrir ces différents cas d'usage, du coup. Ouais, tu as du support interne sur des grosses entreprises. Ça, on s'y attendait pas du tout. Et tu vois, des boîtes comme Hotelbnb, par exemple, qui ont un peu tweaké notre logiciel pour combiner, en fait, IA, Crisp et FAQ et automatiser la réponse à des questions liées au support interne des franchisés, par exemple. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Enfin, des fois, on tombe sur des cas d'usage, on se dit waouh, c'est brillant, mais on n'y avait pas du tout pensé. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Bah, que la communauté, du coup, les clients imaginent d'autres usages prévus à la base. C'est souvent un signe d'un produit qui fonctionne quand même pas mal. Du coup, c'est cool. Et du coup, vous êtes beaucoup, du coup, au sein de Crisp maintenant, du coup, vous êtes resté quand même une petite équipe, du coup, au fur et à mesure. On a évolué. Moi, je suis arrivé chez Crisp il y a 4 ans, on était 7. Aujourd'hui, on est 19. Donc, ça fait une belle croissance. Après, tu vois, on n'a pas volonté à recruter 500 personnes non plus. On veut rester une petite team. Donc, on recrute peu. On recrute des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font. Et puis ça nous permet d'avancer comme ça, ouais. Ouais, c'est vrai que par rapport à d'autres concurrents, peut-être, du coup, ils font beaucoup plus gros, du coup, en termes de nombre de personnes, du coup. Et je pense que vous avez, il y a une fois, tu parlais justement de la variété aussi dans l'équipe, du coup, par rapport aux différentes time zones qu'il y a, parce que avec le nombre de clients que vous avez, c'est vraiment mondial, et donc du coup, c'est vrai que vous devez vraiment vous adapter aussi dans la construction de l'équipe, si vous êtes assez peu, du coup. Ouais, on a des gens qui sont basés aux Philippines, d'autres au Mexique et au Salvador, par exemple. Ça nous permet de couvrir tous les fuseaux horaires, donc c'est pas évident de rassembler tout le monde. Mais on essaye, tu vois, le vendredi soir, on se fait des petits jeux tous ensemble comme ça en ligne, c'est assez funky, et puis c'est des moments où on peut se retrouver, et puis pour essayer de couper un peu aussi, tu vois, cette barrière géographique, on met en place un tas de logiques automatisées. Donc, tu vois, par exemple, le lundi matin, on a une routine, on a un bot qui demande sur un canal partagé qu'est-ce que vous avez fait ce week-end. Et du coup, chacun va poster son petit truc, sa petite photo, sa vidéo en expliquant ce qu'il a fait. Et c'est cool parce que ça permet à tout le monde d'interagir, de créer un peu de lien et des sujets de discussion, chose que tu n'as pas forcément le temps de faire sinon, ou l'idée de faire quand tu es à l'autre bout du monde, quoi. Ouais, carrément. Bah, du coup, ça avait pensé de la même manière, en fait, vous avez différentes cultures aussi intégrées dans l'entreprise, du coup, par rapport au pays, à la zone des personnes. Ouais. Et je pense aussi à la communauté d'ambassadeurs. Par exemple, Notion, c'est aussi le cas, parce que du coup, elle est mondiale, et il y a je sais plus combien d'ambassadeurs, du coup, il y a dans les différents outils, mais c'est vrai que dans le Notion,
Mais c'est vrai que du coup, ils animent aussi de ces manières-là, du coup, sur des questions un peu, tiens, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, sur des trucs, il y a c'est hyper intéressant en tout cas. Et moi, je me souviens du premier meet d'onboarding sur la communauté ambassadeur, et où il y avait une dizaine d'autres personnes qui étaient aussi ambassadeurs, et de tous les pays du monde, quoi. Donc c'était assez impressionnant du coup, en termes de diversité et tout. Enfin, vraiment, je me suis pris une claque. C'était la première fois du coup, que je faisais un meet. Du coup, j'étais présent dans un meet du coup international comme ça, et c'était hyper intéressant. Et donc j'imagine qu'au quotidien, en fait, dans les échanges dans une équipe du coup vraiment mondiale, c'est hyper intéressant. Ouais, et puis tu as l'enjeu du support aussi, parce que nous, il y a des heures où on dort, et en fait, nos agents de support, ils ont besoin de répondre à des questions auxquelles ils n'ont pas forcément les réponses, ou ils n'avaient pas forcément les réponses. Et du coup, notre base de connaissances interne, elle aide énormément pour ça, parce que on a énormément détaillé tout le contenu, et puis c'est un peu notre outil de gestion aussi pour toute la partie RH et tout ça maintenant. Donc ouais, ça a vraiment un impact fort. Et puis même récemment, on a développé un bot qui évite aux agents d'aller chercher, mais qui te permet du coup de faire tu vois, une expérience conversationnelle, quoi, de recherche d'informations. Ok, ouais, c'est cool. Et du coup, justement, qui dit justement donner tout ça, c'est vrai que Notion doit jouer vraiment un rôle assez important dans la manière dont vous structurez. Du coup, comment t'en es venu, toi, d'abord, tu vois, Notion? Est-ce que tu l'as utilisé côté perso, après côté pro, ou est-ce que c'est par le pro justement que tu l'as utilisé, du coup? Comment ça s'est fait, le déclic un peu, ou dans l'équipe? Bon, c'était un produit qu'on connaissait tous de longue date. On a le déclic, en fait, c'était le Covid. Ok. Avant le Covid, on n'avait rien en base de connaissances internes. On n'avait que de la connaissance publique et l'ensemble des échanges qui se posent dans le Slack. Donc, en fait, les gens pouvaient chercher, tu vois, des questions, des réponses à des questions au travers de la recherche Slack. Mais bon, c'est pas la plus agréable ni la plus qualitative. Et puis, Covid venant, Baptiste Valarian, Elliot, qui donnait quand même un niveau de connaissance beaucoup plus fort que nous dans le produit, partent faire le projet Maker, donc un respirateur artificiel. Et donc là, Camille, moi et tout le reste de l'équipe, on se retrouve un peu en PLS, et on se rend compte qu'en fait, il manque énormément d'informations. Et donc, c'est de là qu'on a commencé à se dire, OK, moi, j'ai contacté les agents de support qui avaient tous à droite à gauche leur propre petit dictionnaire de données, tu vois. Ouais. Et en fait, on a commencé à les centraliser. On a commencé à rédiger donc une base de connaissances qui avait pour objectif de répondre à des questions avancées. L'idée, c'est donc pas de donner à nos clients le lien vers cet article interne, hein. C'est au contraire de permettre à l'agent de support de pouvoir donner une réponse correspondant à une question un peu spécifique. Ouais, d'utiliser dans ce cas-là la recherche Notion ou autre, de documenter en fait du coup. Tout à fait. Et donc on a documenté énormément de choses, détaillant donc tu vois toute la partie fonctionnelle. Donc maintenant on a des questions-réponses détaillées par fonctionnalité sur Crisp, qui permet du coup de solutionner en vrai 90% des questions. Et c'est même aujourd'hui devenu, tu vois, un outil de centralisation des process. C'est aussi une base de données pour tout le travail qu'on est en train de mener sur la partie partenariat. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut évoquer aujourd'hui, parce que c'est vraiment un point central de notre organisation interne à l'heure actuelle. Ah, parce que du coup, vous êtes venu, t'en es venu par rapport à la crise, et puis petit à petit, en fait, vous avez développé d'autres usages aussi autour de Notion. On a construit autour. En fait, on n'avait pas d'outil central de documentation interne à l'entreprise, tu vois. On a grandi vite et sans trop de structuration. Et puis à un moment, on s'est dit, bon, allez, on go all-in sur Notion. C'est très bien, c'est efficient. Bon, même si c'est un peu lent, c'est pas grave. Ça tourne et ça va s'améliorer de toute façon. Et donc, ouais, on capitalise sur tout ça, tu vois, pour centraliser aussi des informations cool. Typiquement, là, je suis en train de voir. En fait, comme on est une boîte un peu remote, ouais. Et ben en fait, on a créé un dictionnaire d'endroits cool depuis lesquels on peut travailler, par exemple. Tu vois. Ah, c'est sympa, du coup. Et donc, quand tu es à l'étranger,
bah, tu peux tout à fait ajouter tes adresses pour que si jamais une autre personne de l'équipe vient dans cette ville-là, elle se dise ah ouais, sympa, ça va aller, je vais y aller, quoi. Ouais. Ah, mais c'est cool. Bah, du coup, ça avait vraiment pensé du coup, au côté centraliser l'information, tu vois, et fluidifier en fait les coms. C'est-à-dire que toi, tu peux te dire en fait que n'importe qui en fait dans la boîte, même aussi extérieur, en fait sur des lieux, bah, du coup, fait sa recherche et compagnie, mais c'est du temps passé du coup. Alors peut-être qu'il y a des annuaires qui sont déjà. Tu parlais de Nomadlist par exemple. Du coup, c'est un endroit où il y a quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que de l'avoir en interne, du coup, bah, ça aussi évite d'aller en fait à droite et à gauche, que tout le monde aille, et du coup, d'avoir un peu. Oui, ça renforce la confiance, exactement. Et puis ça permet de créer du lien aussi, encore une fois, avec toute l'équipe, parce que du coup, ça peut créer de la conversation, ça peut te permettre de dire, bah ah ouais, t'es allé là, qu'est-ce que t'en as pensé, machin, ou à contrario, ah, bah je viens d'y aller, c'était pas terrible. Et il faut savoir qu'on fait tout ça aussi parce que chez Crisp, en fait, on n'a jamais de réunion. Tu vois. Donc, on a une culture de l'asynchrone qui est extrêmement poussée et on veut continuer dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on documente énormément de choses et que quand quelqu'un arrive dans l'entreprise, on passe quand même beaucoup de temps à lui dire bah, va voir dans Notion. Ah, c'est hyper intéressant. Du coup, c'est vrai que l'asynchrone, ouais, vous n'avez pas du tout de réunion. Vous avez, comment se passe justement l'onboarding justement là-dessus? Du coup, en fait, vous leur donnez justement accès au Notion. Du coup, ils vont fouiller et du coup, après, ils vous posent des questions autour. Du coup, ouais. On a bien structuré ça. Récemment, il y a Myriam qui nous a rejoint sur la partie justement RH. Et du coup, elle a structuré tout le process d'onboarding qui jusqu'à présent était un peu funky, on va dire. Mais là, ouais, c'est vraiment personnalisé avec, bah, tu vois, une liste de tâches à réaliser. Tu vois, si je vais sur, par exemple, le dernier, est-ce que je peux l'ouvrir? Yes. En fait, tu vois, tu as tout un manifeste qui est fait avec bah, le détail de la culture chez Crisp, les basiques, qu'est-ce que c'est Crisp, pour qui, des points techniques. Hop, tu vois, on donne accès à l'API de Crisp immédiatement. On détaille les différents SDK. Et puis après, en fait, on a une liste de tâches organisées en to-do pour te permettre d'activer l'ensemble du début de ta vie, entre guillemets, chez Crisp, quoi, tu vois. Donc, brief sécurité, configuration des emails, création du compte OnePassword, tu vois, Google Account, démo de Crisp également aussi, activation de la mutuelle, enfin, tu vois. Ouais, toutes des choses. Ouais, non, c'est cool. Bah, c'est vrai que c'est un des usages aussi, l'onboarding, du coup, à travers le Notion. C'est vrai que le principe de documenter en permanence tout ce qui peut se passer, du coup, dans la vie de la boîte, du coup, pour le retrouver facilement ensuite, c'est vrai que dans l'onboarding, c'est hyper pratique. Du coup, alors après, ça demande de fouiller, du coup, le Notion, du coup, de l'apprendre, du coup, aussi de naviguer à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a aussi le sujet de l'appropriation de Notion. Aussi là-dessus, parce que tu vois, des nouvelles personnes, est-ce que du coup ils ont déjà un usage ou pas? Est-ce que c'est un peu complexe? Alors après, j'imagine de la culture numérique, de la culture tech, culture tool doit être assez importante, je pense, quand vous écoutez sûrement, mais il y a sûrement un sujet autour en tout cas. Ouais. Nous, on est assez radical sur le sujet. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pose une question et si on sait que c'est sur Notion, on va pas répondre, on va juste dire va voir sur Notion, tu vois. Enfin, en fait, ça induit aussi une culture de la recherche. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font pas l'effort de chercher avant de poser la question. Et ils pensent pas autant que tu vois, la distraction que ça va engendrer chez les autres de devoir répondre à cette question. Donc, plutôt que de déranger tout le monde, on va t'inciter à trouver la réponse à ta question par toi-même, ce qui est d'autant plus gratifiant aussi parce que c'est quand même cool de pouvoir faire des choses par soi. Ouais, c'est clair. Et puis ça aussi indique une certaine confiance aussi dans la maturation au fur et à mesure du coup de la personne par rapport à ses connaissances liées à l'entreprise. Tu vois, d'accepter un peu un temps différé du coup et pas tout de suite tellement passionnel parce que du coup il y a un temps d'appropriation et donc c'est je trouve hyper gratifiant comme tu dis justement. Ouais. C'est ce qu'on explique nous à l'onboarding. On dit tu vois c'est normal que tu saches pas, donc n'hésite pas tu vois à dire si tu es en face à dire face à des clients que tu viens d'arriver dans l'entreprise et que par rapport à la question que le client vient de poser, tu as un doute. C'est normal d'avoir des doutes, en fait. Tu vois, personne n'est parfait. Mais ce qui est intéressant, c'est le processus d'apprentissage derrière. Parce que le fait d'avoir un doute, mais du coup, la personne va aller chercher la réponse à la question et va s'en rappeler par la suite, intrinsèquement. Ouais, complètement.
plutôt que d'avoir quelqu'un d'autre qui réponde à la question à sa place, tu vois. Donc, il y a toute cette logique d'apprentissage aussi qui est inclus dans l'onboarding pour permettre à la personne d'être autonome le plus possible, parce que nous, c'est ce qu'on vise, en fait. On vise à travailler avec des gens qui sont autonomes dans leurs tâches de tous les jours pour que, en fait, on n'ait pas à faire de management, quoi, tu vois. Ouais, je vois bien. Et du coup, et ça avait pensé aussi à la culture tech aussi. C'est un peu cet univers-là, le côté, tu te prends des murs au fur et à mesure, et du coup, tu itères, et du coup, tu vas plus loin ensuite. Et du coup, il y a vraiment cette démarche d'apprentissage permanent, en fait, et du coup, et de savoir rechercher, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est aussi une des compétences de base que l'INSEE avait mis dans les 5 compétences liées au numérique, et où tout le monde ne sait pas forcément rechercher, du coup, les choses. Et donc, c'est important que ça devienne automatique, en fait, du coup, comment rechercher, en fait. Aujourd'hui, du coup, là, du coup, TEDx, vous avez, je pense, vous utilisez, du coup, les team space, du coup, au sein de l'équipe. Comment vous avez structuré, en fait, votre Notion, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a la composante internationale, du coup, aussi. Je pense que tout est en anglais. Ouais, tout est en anglais, du coup. Ouais. En fait, on a une page d'accueil Ouais. qui te permet d'avoir accès à, tu vois, aux détails sur l'entreprise, l'histoire, la mission, les valeurs, détails sur l'équipe, des articles de presse, quelques souvenirs aussi, des photos qu'on partage, machin, des moments qu'on a vécu ensemble. La culture, quoi. Ouais. On a un truc pratique, une catégorie pratique, donc ce qui est à l'onboarding, comment est-ce qu'on travaille, les outils, la vie au bureau pour ceux qui viennent au bureau, et après toute la politique, tu vois, de dépenses, si jamais il y a des gens qui ont des dépenses, et un gros laïus sur la sécurité aussi, parce que c'est essentiel chez nous. Ensuite, on a une partie product, donc tu vois, détail des fonctionnalités avec les bénéfices de chaque fonctionnalité, le changelog, donc on vient chaque mois, en fait, saisir les évolutions du produit là-dedans, ce qui nous permet ensuite après de générer une mise à jour produit auprès de tous nos clients. Donc ça, on a connecté les API de Notion pour générer automatiquement un contenu sous trois formats différents. Ouais. D'accord, ok. Donc il y a souvent du Markdown, et puis vous publiez sur le blog aussi, enfin des choses comme ça. Oui, exactement, c'est ça. Et ça nous fait gagner énormément de temps jusqu'à présent. Moi, je passais presque une journée par mois à travailler et à préparer ces contenus. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2 heures, c'est plié, quoi. Donc, c'est génial. Ouais, du coup, comment vous le stockez? Du coup, vous utilisez plutôt, vous avez récupéré le contenu des pages, du coup, à travers un template, du coup, de données, ou alors vous êtes vraiment plutôt en base de données dans ce cas-là, du coup? On a un template de base de données. Et donc là, tu vois, je suis sur l'écran et en fait, j'ai l'historique de l'ensemble de mes product updates depuis janvier 2020. Et donc après, on génère un format Markdown pour l'app, un format Markdown pour le blog et un format HTML pour la newsletter. Donc, qui est envoyé par mail. Ouais, et puis du coup, après, c'est des appels API qui vont venir transformer un peu tout ça, du coup, dans les formats que vous voulez, quoi. Ouais, exactement. Mais en tout cas, on a une structure qui est rigide, hein, donc il faut pas en sortir. Mais ça permet de faire un truc qui est efficace et puis qui est évolutif aussi. On est parti d'un truc très basique. Aujourd'hui, on l'a amélioré. Et puis, moi, j'ai encore d'autres idées d'amélioration. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Ouais. Ouais, c'est cool. C'est vrai que c'est hyper intéressant, je trouve, comme usage, du coup, ce côté... comment à partir des données du coup de Notion à travers l'API, du coup en faire quelque chose qui permet de gagner du temps, quelque chose qui pour continuer cet aspect produit, tu vois, donc on a le changelog et puis après on a aussi tout le process de lancement de fonctionnalités et puis de recherche utilisateur pour que si jamais tu vois demain on a des personnes, des agents de support par exemple qui font face à des demandes d'évolution, et ben, qui sachent bien le gérer également aussi. Okay. Et quand tu dis la recherche, c'est qu'ils vont, ils vont pas mal utiliser la recherche de Notion, ou du coup c'est à l'intérieur que vous avez une partie. Non, pardon. Je parlais de recherche utilisateur, ça veut dire, tu vois, être capable de faire des études sur le développement de nouvelles fonctionnalités. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, plutôt alimenter en fait la découverte en fait produit. Ouais, exactement. Justement, ok. Donc tu vois, on a tout un tas de détails sur la philosophie de la recherche. Puis après, on a un détail par fonctionnalité pour qu'on sache que, par exemple, tu vois, sur le formulaire de contact, actuellement sur Crisp, eh ben, on a une dizaine de points d'amélioration là qui sont en stand-by. Donc, moi, mon challenge sur les mois à venir, ça va être de mener quelques interviews clients pour s'assurer que ces évolutions sont les bonnes et qu'on puisse par la suite les envoyer en prod. Ouais. Non, mais c'est cool. Et du coup, tu t'imaginais en fait
au départ, quand voilà, vous aviez justement ce problème de fuite, de centralisation de l'information par rapport aux communes, que vous utiliserez Notion aussi de manière aussi poussée, du coup, au fur et à mesure du temps. Non. Non, pas du tout, non. En vrai, au début, c'était vraiment juste pour l'équipe support. Il n'y avait que ça dans le contenu, quoi, tu vois. Et donc, aujourd'hui, la page de support, la home page de l'équipe support, elle est énorme, tu vois. Tu vois, tout un tas de trucs sur comment être un bon agent de support, c'est quoi, tu vois, le calendrier de disponibilité des équipes, tu vois, la waiting list des clients pour les bugs et les évolutions à venir. C'est ultra complet, quoi. Vraiment, c'est assez massif et c'est vraiment la base de notre travail sur un usage au départ. Notion. Ouais. Et puis ensuite, après, ça s'est déployé. Donc, tu vois, on a ajouté la partie commerciale, la partie marketing qui est un peu plus légère, mais qui est intéressante aussi. Et puis après, tout ce qui est admin, donc, tu vois, santé, congé. Ouais, c'est classique. Non, mais c'est cool. Bah, du coup, ça montre en fait un peu l'évolution aussi par rapport à l'outil en fait et à l'usage. Du coup, c'est vrai que moi, je parle souvent de Notion comme étant un cheval de Troie parfait, dans le sens où du coup tu peux embed des outils qui viennent d'ailleurs, et du coup pour pouvoir, si tu n'as pas envie d'utiliser les documents, tu utilises un drive et du coup tu vas plutôt faire un tableau de bord autour, et du coup d'un moment donné tu vas peut-être utiliser plutôt la gestion de matériel par exemple, ou la gestion peut-être RH au départ, puis petit à petit en fait incluant les équipes ou autres, et du coup tu en arrives au bout des mois, au bout des années justement à avoir en fait énormément d'autres usages qui sont créés et où chacun dans l'équipe éventuellement a créé aussi d'autres usages, donc c'est assez intéressant, je trouve, du coup, cette évolution, d'avoir ce recul, en fait, un peu autour de l'outil, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un des intérêts et c'est pour ça aussi qu'on a continué à capitaliser dessus, ouais. Et justement, les embeds, vous en utilisez pas mal, du coup, vous avez des tableaux de bord, du coup, sur lesquels il y a des embeds qui sont, du coup, ou vous les utilisez pas trop, du coup. Non, en fait, tu vois, nous, ça nous est assez simple. Si on en revient à l'usage principal qui est celui du support, ouais. Tu vois, on a des catégories. Je clique sur une page et en fait, tu as toute une partie questions-réponses, quoi. Donc, après, tu cherches ta question. Et vous intégrez aussi des vidéos, du coup, justement des vidéos, tout à fait. On a des vidéoclips, ouais. Donc, ça, on utilise Loom, par exemple, tu vois, pour faire des petites vidéos, que les gens soient capables de comprendre et de voir comment ça se comporte en réalité, ouais. Au niveau de l'équipe, tout le monde l'utilise, du coup, peu importe en fait les différents métiers, en fait. C'est vraiment hyper important. Et il y a des usages que vous avez aussi sur d'autres outils, par exemple la stack que vous utilisez, du coup, il y a des usages que vous avez encore sur d'autres, par exemple. Je sais pas, je pense par rapport à la tech, par exemple, ils utilisent pas mal Notion, ou du coup, parce que je dis ça parce que ça arrive des fois, la tech n'utilise pas forcément Notion. Non, là, c'est le cas aussi. La partie, l'équipe technique, ils sont sur leur bon vieux rythme TXT, je pense, ou un truc comme ça. Ouais. Ah oui, ok. Et tout ce qui est task, tout ce qui est projet, par exemple, tu vois, les requests ou les issues et compagnie, du coup, c'est aussi sur un autre outil, du coup, c'est parfois c'est sur Trello. Okay. Ouais, on gère toute la partie développement tâches sur Trello, ouais. Ok. Et sur l'autre partie gestion de projet, c'est plutôt sur le Notion, ou du coup, vous utilisez plus Trello dans ce cas-là, de manière d'ensemble, en fait, sur la gestion. Non, moi, j'utilise Trello aussi pour la partie marketing et sales. Et après, sur tout ce qui est avant-vente, ça va être Pipedrive. Ouais. Voilà. Ok. Et où tu fais des ponts, en fait, ensuite, éventuellement, si... Ouais, on a surprise, on a une intégration Trello, on a une intégration Pipedrive aussi, donc c'est pour ça qu'on capitalise dessus aussi, ouais. Ouais, c'est cool. Et votre Notion, du coup, vous l'utilisez aussi en dehors de l'appli, par exemple. Je sais pas, tu parlais du Slack tout à l'heure, du coup, vous avez relié le Slack à Notion justement pour faire de l'intégration ou pas forcément, du coup Non, on a quelque part si, en fait, tu vois, parce qu'on a développé un bot Slack qui a pour objectif de répondre aux questions de nos agents de support. Ah, cool. Et ce bot Slack, bien évidemment, il est nourri par la FAQ de Chris, puisqu'en fait, c'est que des questions-réponses qu'on a rédigées. Donc, c'est génial. Ça permet du coup beaucoup plus de facilité et de rapidité de réponse aux questions.
En fait, nous, on a aujourd'hui un canal pardon, sur Slack qui est un canal support, sur lequel, en fait, les équipes de support posent des questions auxquelles ils n'ont pas réponse ou qui sont un peu plus compliquées. Et donc, soit et après, c'est peut-être à moi, tu vois, ou quelqu'un d'autre de l'équipe de prendre le relais si on est dispo. Et donc, en fait, en mettant ça en place, ça nous a aidé vachement à gagner en performance. Et ça a rendu les agents de support beaucoup plus productifs aussi. Ouais. Non, parce que ça leur évite un peu d'aller sur l'outil, en fait, directement, du coup. Oui, ils ont aussi changé de solution. Il y a tout dans Slack et du coup, ça les rend beaucoup plus productifs. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est c'est une des features, du coup, où pas mal de personnes aimeraient bien que Notion aille un peu plus loin sur l'aspect com, du coup, l'aspect chat, en quelque sorte, dans Notion, du coup, justement. Ça va un peu, je trouve, un peu dans ce sens-là, du coup, le fait de mettre Notion dans l'outil principal qui sert de com, du coup, et de faciliter, en fait, les échanges, les questionnements sur les données qui assurent enfin, en tout cas, on l'utilise comme étant une énorme base de connaissances métier interne. C'est vrai que faciliter la recherche autour, c'est assez important. Ouais. Exactement. Et nous, ce qu'on veut, c'est que nos équipes elles soient autonomes. Encore une fois, tu vois, on en revient à cette logique-là. Ouais. Donc, si la technologie peut nous aider à rendre nos clients autonomes, c'est très bien. Et comment aujourd'hui, du coup, vous avez plusieurs parties dans Notion. Vous utilisez les permissions? Vous avez des groupes, du coup, parce que souvent ça peut être un sujet justement entre les groupes, du coup Mais nous, on est assez concernés par ces enjeux de sécurité. Ouais. Donc, il y a plein de choses dans l'équipe auxquelles certaines personnes n'ont pas accès. Ouais. Donc, typiquement, moi, chez Chris, tout ce qui a trait au refund, j'ai pas accès, tu vois. Okay. C'est pas moi qui peux gérer ce genre de tâches. Okay. À contrario, la génération de factures, moi, je peux le faire, par exemple, et d'autres ne peuvent pas. Et c'est identique sur Notion. Sur Notion, tout le monde a accès au support, mais tout le monde n'a pas accès au département marketing ou sales, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément intérêt à ce qu'il y ait accès. C'est ça. Pas forcément laisser parce que c'est vrai qu'il y a différentes stratégies qui s'opposent un peu des fois autour des données, du coup, de la connaissance, sur le fait de laisser un peu libre, en fait, du coup, l'accès à tout le monde. C'est vrai que moi je suis assez partisan du fait que ça fait beaucoup de bruit du coup et potentiellement du coup c'est pas en soi de fermer la porte du coup à l'accès à l'information, mais plus du coup de réorienter vers ce qui est vraiment efficient et donc du coup sur ce qui correspond vraiment au poste, aux différentes choses autour. Et donc c'est un peu comme ça que vous utilisez en fait du coup les permissions dans Notion, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ouais, non, ça évite aussi tu vois des pertes d'informations. L'enjeu, après, derrière tout ça, c'est aussi la maintenance du contenu. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet. Tu vois, de comment tu maintiens et tu fais évoluer aussi ton contenu. Comment est-ce que tu fais que ton contenu, il évolue dans le temps en fonction des évolutions que tu apportes au produit. Ouais, tu vois, il y a tout un tas de choses comme ça aussi qui est complexe. Je pense que sais pas trop, tu vois, quelle fiche de poste il faudrait créer pour ça. Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est du produit? Est-ce que c'est du support? Est-ce que c'est de l'interne? Tu vois, c'est un travail à mi-chemin entre tout ça, en fait, tu vois, parce que ça doit nourrir tous les départements. Et donc, peut-être que c'est du RH au final, je sais pas. Ouais. Mais, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne question, du coup, ouais. Comment... Non, c'est intéressant. Et justement, d'ailleurs, sur tout cet objet de questionnement autour des ressources, tu vois, si tu prends vraiment le côté, une ressource que tu mets sur Notion, c'est vrai qu'ils ont sorti il y a quelques temps les wikis. Je sais pas si vous en avez justement regardé un peu l'usage, mais c'est vrai que sur le côté certifié, en fait, tu vois, de la documentation, des foires aux questions, des choses qui, en fait, bougent à travers le temps et sur lesquelles tu sais pas si la ressource, en fait, elle était bonne à un certain moment, par exemple. En fait, ils ont fait vraiment quelque chose où tu as des rappels, du coup, tu mets une date, en fait, de certification et du coup, tous les X temps, tu es rappelé pour dire, il faut peut-être que tu ailles la certifier de nouveau et le contenu il est peut-être dépassé, tu vois. Et c'est quelque chose, je trouve, intéressant dans cette notion de connaissance, de ressources que tu dois valider à travers le temps, parce que la mise à jour de ce contenu-là, il peut vraiment prendre aussi du temps, du coup, ouais.
Carrément. Et tu vois, je découvre là Wiki, je n'avais pas entendu parler de ça et je vois qu'ils ont des intégrations avec Figma et avec Amplitude aussi qu'on utilise beaucoup nous chez Crisp. Donc ouais, il y a d'ailleurs des trucs sympas à faire. Je vois que tu as la synchro entre différents blocs, enfin entre blocs identiques mais sur des pages différentes. C'est intéressant. Tout ça dans une logique de productivité aussi encore et toujours, donc c'est top. Par rapport à Notion, justement, comment toi tu vois la courbe d'apprentissage liée à l'outil? Il n'y a pas eu forcément de problème, enfin du coup sur l'aspect montée en compétence en fait des personnes sur l'outil en fait, à part la prise en main en fait de où est-ce qu'est l'information. Il n'y a pas eu forcément de problème. Non, non, franchement, tant dans la création que dans l'usage de tous les jours, c'est quand même facilement utilisable. Tu peux très facilement créer tout un tas de trucs. Sûr que quand tu vas vers des usages un peu plus avancés avec de la base de données et du lien entre, tu vois, un board et une base de données, bon, bah là, peut-être qu'en effet, il y a un peu de choses spécifiques à comprendre et à utiliser. Mais au global, ça reste très intéressant. C'est vrai que, tu vois, on a une base de données avec 1000 lignes sur la partie partenariat. C'est sûr que c'est sûrement pas l'outil le plus adapté pour ça. Peut-être parce qu'on a mis trop de colonnes ou que, tu vois, l'objet est trop gros. Mais dans l'usage après, tu vois qu'il y a quand même des améliorations qui peuvent être apportées en termes d'expérience, même si c'est quand même génial de pouvoir créer une base de données comme ça de toutes pièces sans trop de problèmes. Et puis les logiques d'automatisation derrière, elles sont géniales parce que moi, ce que je peux faire là, c'est suivre mon process de partenariat sur Pipedrive. Donc, j'ai un deal qui est créé sur Pipedrive à chaque fois que, tu vois, j'ai un partenaire qui est chaud. Et quand je signe le partenaire, automatiquement, en fait, ça vient s'ajouter dans la base de données Notion de façon automatisée avec les bonnes informations au bon endroit. Donc, tu vois, tu n'as plus ce travail manuel de saisie qui est juste trop ennuyant, quoi, tu vois. Ah, puis de synchron entre les outils, justement, et on en parlait juste avant. Et j'avais une question autour des automatisations. Vous en avez plusieurs, du coup, justement, autour de Notion et des autres outils, ou même dans Notion directement. Je sais que des fois, il y a des scénarios d'automatisation qu'on a dans Notion aussi. Non, pas vraiment. En vrai, là, tu vois, celle dont je te parle, elle est assez basique. Ouais. En fait, c'est Pipedrive vers Notion, vers Crisp. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand on a un deal partenariat qui est remporté sur Pipedrive, on ajoute la ligne dans la base de données partenaire et ensuite on crée le contact dans Crisp avec le bon segment pour que lors de la prochaine newsletter partenaire, il soit automatiquement ajouté à la liste des personnes à qui on envoie le newsletter de partenariat. Ouais, donc du coup, c'est une automatisation assez simple et c'est à peu près la seule que du coup qui est en lien, sauf le changelog, du coup, là, c'est vraiment une API. Ouais. Mais... ouais, le changelog est beaucoup plus avancé parce que là, on est loin de la solution no code. Mais c'est de beaux usages qui permettent encore une fois d'être plus productif. Nous, ce qu'on souhaite, c'est rester une petite team. Donc, logiquement, on essaye d'automatiser les process qui ont peu ou pas de valeur ajoutée. Et ça en est typiquement, tu vois, de la saisie de contenu, ça ennuie tout le monde, ça fait perdre du temps. Ouais. Alors que pourtant, du coup, et je pense que c'est vraiment, enfin, c'est ce qui ressort beaucoup, c'est chez vous, c'est le côté documenter pour justement en fait éviter de perdre du temps en fait sur la recherche d'informations pour le support, ce qui est le cœur de la collectivité du coup et même de l'interne en fait habituel dans les boîtes. Exactement, et puis sous différents formats, tu vois, que ça soit textuel ou écrit, textuel ou image ou vidéo, tu vois. On tourne beaucoup de vidéos pour nos clients, et puis on fait quelques vidéos internes aussi pour présenter des fonctionnalités, partager des choses. Enfin, tu vois, c'est toute cette logique-là aussi. Ouais. Ah, mais cool. Bah, si on descend un peu plus au-delà de Notion, c'est vrai que on parlait tout à l'heure tu disais que le côté facilité en fait de la base de données, enfin de créer une base de données. La question que j'avais là-dessus, c'est les personnes aujourd'hui dans le Notion,
chacun peut, il n'y a pas vraiment de politique qui peut créer une page ou créer des usages. En fait, tout le monde peut le faire. Voilà, vous avez des usages faits par des personnes. Et c'est le cas du coup. Bah, on contrôle quand même, tu vois. Faut pas que ça devienne la jungle. Donc. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais nous, on prend l'initiative et franchement, tu vois, s'il y a une boîte de vin, tu peux pas te permettre de créer une page dans une base de connaissances internes. Bon, ouais, tu fais rien dans ta boîte. Non, c'est clair. Enfin, ça devient vite ennuyant en fait. Donc, si toi, tu estimes que pour ce truc-là, bah, il manque quelque chose, par exemple, qu'il manque une réponse à une question assez complexe, et que tu penses que les autres pourront en bénéficier, bah vas-y, fais-le, tu vois. Au contraire, moi, je valorise ça vachement et je suis super content quand j'ai quelqu'un de l'équipe qui me dit, ah bah regarde ce que j'ai fait, j'ai créé cet article-là et tout ça, est-ce que tu peux le réviser? Je suis pas avec grand plaisir. Et puis moi, je suis super content quand j'ai ce genre de choses. Non, bah cool. Et justement, sur les bases de données, ça descend un peu justement par rapport au no-code. C'est vrai que Notion fait partie un peu de la famille, en tout cas des outils no-code, qui peut être en tout cas apparenté. Moi, je ne le juge pas pleinement comme étant un outil no-code, mais en tout cas, c'est pas un builder comme d'autres outils no-code. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, sur la sensibilisation à ce que c'est qu'une base de données, à comment faire le lien entre des ressources, du coup, c'est vrai que ça apporte tellement une culture qui était autrefois réservée justement plutôt à des profils vraiment tech, ou à une grande culture en tout cas numérique. Là, c'est vrai que quand on pense que Notion est aussi beaucoup utilisé par des petites entreprises, par des usages en fait, qui sont pas vraiment du milieu startup ou de milieu business, et que ça leur apporte un peu cette culture de l'agilité, de l'agilité de l'information, et de pas juste l'Excel ou du coup ce qu'ils avaient l'habitude ou même qu'ils avaient auparavant. C'est vrai que ouais, bien sûr. Bah non, mais ça induit du coup des nouvelles méthodes d'entreprise, que ça soit de la collaboration, de la collaboration, tu vois. T'es plus à t'envoyer ton fichier Excel tiré final, tiré trou, version 2, 3, 4, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, aujourd'hui, c'est mis à jour en temps réel, tout le monde a accès à ces choses-là et toutes les entreprises devraient en tirer parti. Tu dis justement pour la base de données, c'est loin d'être acquis, hein. Nous justement sur la partie partenariat, on a pris une stagiaire en début d'année qui n'avait jamais utilisé de base de données, et c'est elle qui a dû du coup créer cette base de données sur Notion et tout ça. Donc ça n'a pas été simple pour elle, mais au final elle a bien réussi et elle s'en est sortie haut la main, parce qu'on était derrière aussi pour l'accompagner bien évidemment. Mais ça permet du coup de comprendre, comme tu dis justement après, derrière comment ça fonctionne, les relations et tout ce que du coup tu peux mettre en place grâce à ça. Non, c'est cool. C'est vrai que c'est souvent en fait une des fonctionnalités, enfin c'est quand même peut-être une des fonctionnalités les plus importantes de Notion, mais qui demande peut-être un peu une barrière à l'entrée en quelque sorte. Et du coup, c'est de pouvoir faire ces tests-là pour monter en charge, notamment de voir par exemple sur des modèles ou sur des ressources qui existent aussi ailleurs. C'est intéressant. Enfin, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur la personne qui est venue pour et qui justement au départ c'était peut-être un peu pas forcément simple parce que quand t'as jamais joué avec du coup des informations. Mais rien que la structuration de données, tu vois, au-delà du fait que ce soit Notion, moi ce que je lui ai fait faire d'abord, c'est de faire le cours, tu vois, base de données et SQL sur Code Academy par exemple, tu vois. Oui, ok. Parce qu'en fait, ça lui a permis de comprendre comment tu crées et tu structures une base de données, comment tu vas chercher des informations dans une base de données. Et après, du coup, on lui a dit, bon, maintenant que tu comprends globalement comment ça fonctionne, tu peux aussi, du coup, te dire qu'elle est capable d'aller créer aussi sa propre base de données. Oui, cool. C'est top en plus d'accompagner aussi, tu vois, cette barrière-là. En fait, du coup, c'est par des ressources aussi externes. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, du mouvement, en fait, un peu no-code autour des outils et de l'appropriation, justement, d'usages un peu tech à la base, du coup, et aujourd'hui, en fait, beaucoup d'usages peuvent être faits aussi sans le code, même si beaucoup font aussi. Moi, c'est vrai que j'ai une approche un peu, je pense qu'il y a plus de low-code plutôt que de no-code aussi. Quel est ton avis un peu sur tout ça, par rapport aussi à ton profil aussi d'investisseur, de pas mal aussi dans l'écosystème startup depuis des années? En vrai, moi, je suis super excité. Je suis fasciné par les boîtes qui se lancent avec des MVP en no-code. Je pense à EvaBoot, qui est une boîte spécialisée dans le scrapping de données sur LinkedIn.
et qui a un produit qui tourne uniquement sur Bubble aujourd'hui, quoi, tu vois. Ah, c'est impressionnant, sachant qu'en plus, voilà, leur produit, ils scrapent, mais ils nettoient, en fait. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est assez ouf ce qu'ils ont réussi à faire. Ils sont deux, les gars, et ça cartonne, quoi. Donc, il y a vraiment plus de limites aujourd'hui techniques au développement de solutions, en fait. Comme il disait au Alzan, tu sais, si tu as besoin d'une. Si tu as besoin, si tu veux devenir cinématographe, tu as juste besoin d'une caméra, je sais pas. Ouais. Bah là, c'est un peu pareil aujourd'hui, quoi, tu vois. Si tu veux, la barrière à l'entrée, quoi. Si tu veux lancer un SaaS, tu as juste besoin d'une app no-code, quoi, tu vois. Ah, carrément. Bah, il y aura plus besoin de chercher un CTO, en fait. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà. Tu peux facilement aller faire une preuve de marché sans avoir trop de compétences techniques. Alors, bien évidemment, tu as quand même une courbe d'apprentissage qui est importante. Tu vas utiliser Bubble. C'est pas quand même facile, hein. Non, ça prend du temps. Mais c'est ça qui est génial. D'un autre côté, c'est un peu une catastrophe aussi. parce que du coup, tu as quand même plein de trucs bien pourris qui arrivent dans le monde. Et avec un code qui n'est pas du tout optimisé. Ouais. Bah, ça, et donc, du coup, en termes, tu vois, si on en revient aux critères environnementaux et écologiques, un code non optimisé, ça veut dire plus de ressources serveurs, ça veut dire du coup plus de consommation énergétique, donc, tu vois, plus d'impact sur la planète aussi. Ouais. Donc, voilà, c'est une logique très capitaliste, on va dire, hein, mais c'est positif et c'est comme tout, en fait. Ouais. Du positif et du négatif. C'est ça, il y a la part des choses autour. C'est vrai que moi, je vois beaucoup et tu vois, dans ce sens-là, c'est le côté vraiment MVP, enfin, l'approche vraiment de tester son produit, d'itérer, tu vois, l'approche lean sur d'aller devant ses utilisateurs au départ. C'est vrai qu'auparavant, je trouve qu'il y avait une certaine courbe, une barrière, en tout cas, à l'entrée, qui est technique, parce que tu vois, et voilà, on a travaillé du coup dans des secteurs où c'était vraiment de la prestation, et donc c'est vrai que le côté où tu vois des personnes arriver avec des porteurs de projets qui sont où le projet est vraiment sympa, il y a 50 000 choses autour, et toute la partie tech est fait par d'autres personnes du coup, et où en fait ça peut être assez complexe du coup, et en tout cas il y a beaucoup de budgets qui sont autour, alors que du coup sur une no-code, en fait, assez rapidement tu peux avoir un petit MVP sans forcément claquer énormément, et directement en allant vers tes utilisateurs et en modifiant assez vite, en itérant, ce qui était autrefois une barrière aussi. Il faut modifier, bah oui, mais ça va te coûter tant, quoi. Il y a plein de belles agences no-code qui se sont lancées d'ailleurs récemment, hein, et qui forment aussi les Allegria et consorts là. Il y a Contournement, il y a Bienfait aussi. C'est top, tous ces trucs-là, toutes ces nouvelles entreprises qui te permettent en fait de te former au no-code et à la création d'outils et de plugins. Enfin, moi je trouve ça super sexy, quoi. C'est en plus, tu vois, moi, ce qui m'intéresse aussi dans le no-code, il y a cette partie formation qui est aussi partie prenante. C'est-à-dire que ça n'a pas de logique de faire de la presta uniquement sans le côté formation, apprentissage, prise en main. Chose que, voilà, quand c'est plutôt côté dev, du coup, en tout cas auparavant, parce qu'il y en a plein qui le font correctement, largement, et qui forment aussi largement. Mais c'est pas forcément inné dès le départ. Alors que dans la philosophie no-code, il y a cette prise en main qui est hyper importante. Mais même, tu vois, des apps comme Bubble et tout ça, ça a des notions de base de données, de relations entre clés primaires et clés étrangères et tout ça. Et franchement, tu vois, pour la personne qui a jamais mis la tête dans une base de données ou même dans tu vois, la création d'un modèle logique de données, c'est pas facile, quoi. Puis ça fait penser aussi à Make, tu vois, il y a la différence entre, par exemple, Zapier qui est très grand public, du coup, grand public, qui permet de faire des choses assez simples, du coup, en connectant des choses, et où, récemment, tu veux faire des choses avancées, tu vois un peu la question de Make, et d'ailleurs, avec Notion, sur de l'automatisation, c'est vrai qu'assez vite, Make permet de faire quand même beaucoup plus de choses. Il y a N8N aussi, mais c'est pas non plus pour tout le monde, parce que il faut avoir un serveur, même si, voilà, en unitaire. C'est vrai qu'il y a cette barrière-là, en fait, aussi, c'est plutôt du low-code dans ce cas-là, et même, il y a vraiment de l'algorithmie, il y a aussi des choses, du coup, qu'il faut savoir, Ouais, tout à fait. Mais c'est en tout cas excitant parce que ça permet quand même énormément de gains de productivité, encore une fois.
Et il y a un autre secteur aussi qui bouge forcément, fortement. C'est l'IA, du coup. L'IA Notion, tu l'as testé déjà ou pas forcément, du coup Ouais, je l'ai testé pour le fun. Parce que c'est au moment où il y a eu toutes les grosses entreprises qui ont sorti des intégrations ChatGPT. Nous, on l'a fait chez Crisp aussi. Hein. On a sorti notre intégration ChatGPT pour le service client. Et c'est vrai que c'était bien. C'était un petit coup de com', on va dire. Mais au final, tu vois, la qualité, elle est pas trop là parce qu'en fait, comme ces modèles-là sont basés sur des modèles de données publiques, ils n'intègrent pas d'informations métiers sur ton business. Alors que si demain, tu as un modèle qui est capable de venir se nourrir de ta FAQ interne Notion, de ton helpdesk et de l'historique de tes conversations sur ton service client, bah là, du coup, tu as un assistant virtuel qui te propose des réponses tu vois, à très forte valeur ajoutée et qui sont, entre guillemets, validées parce que ayant eu lieu dans un contexte professionnel, donc avec une expertise métier aussi détaillée, quoi. Donc c'est sûr que là, l'exemple que je donnais, c'est ce que nous, on prépare chez Crisp. Mais il y a énormément d'autres choses qui sont en train de se faire. J'ai vu récemment le CEO de Alan qui a créé une BD pour son fils uniquement basée sur Midjourney. Je trouve ça génial comme idée. Ça, je trouve ça fabuleux. Enfin, j'ai adoré l'idée. Et ils ont publié un article de blog là hier justement sur tout ce qu'ils font avec les IA génératives chez Alan. Et c'est assez cool en termes de culture, à mon avis, ouais. Ah bah, ça permet de, même par rapport aux générations, tu vois, pour les jeunes générations aussi, tu vois, sur la créativité, avant on créait des sites, où on créait des articles, on créait des vidéos, on créait, là avec tous les autres, ça permet de faire énormément de choses, quoi. Et ça me fait marrer ce que tu dis, parce que justement, ça fait penser à ma fille là, qui qui écrit son manga, tu vois, son univers, son lore, tu vois, et tout. Et puis la dernière fois, je lui ai montré ChatGPT, tout ça, et puis donc elle a 10 ans et je lui parie Midjourney et je lui dis bah tiens, est-ce que tu veux pas qu'on fasse une planche du coup avec Midjourney. Tu vas lui demander est-ce qu'il peut pas te faire la couverture du tome 1, tu vois, de ton manga. Et du coup on a fait le prompt autour et du coup il nous a généré des choses et elle était là, oh, c'est trop bien et tout. Et c'est vrai que c'est marrant. Du coup là. Non mais c'est je pense que on est au début d'une ère assez incroyable. Je voyais sur Twitter hier un gars qui partageait un GitHub qui te permettait en fait de créer un bot basé sur toutes tes vidéos YouTube, par exemple. Oui. Donc tu vois, enfin c'est incroyable tout ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a un vrai coup de projecteur qui est mis sur ces solutions-là. Après, il y a du bon et du moins bon, bien évidemment. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de te vendre un peu du vent aussi. Donc, il va falloir faire attention à ça parce que les dangers de l'IA, c'est principalement des dangers liés à l'hallucination des modèles. Et donc être certain que, tu vois, quand un client te demande c'est quoi ton discount le plus élevé, bah, en fait, qu'il ne te file pas un discount à 100%, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, justement, par rapport à l'IA, c'est vrai que quand tu disais tout à l'heure, justement par rapport aux agents, tout ça, de ce côté fort en question, moi, ça me fait penser pas mal aussi à eAdvice, par exemple, du coup, quand on remonte à travers le temps, voilà, du coup, ou même du coup, les chatbots que vous avez du coup aujourd'hui et des chatbots qui sont arrivés au fur et à mesure, de comment l'IA, en fait, tu vois, c'est intégré à tout ça et le potentiel que ça a. Je pense que vous regardez ça vraiment d'un œil très, 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 très près, en fait, du coup. Ouais. Nous, on a créé notre propre modèle. Comme je te disais, tu vois, on a testé ChatGPT et les résultats n'étaient pas probants pour nous et pour nos clients. Donc, on a itéré énormément là-dessus. Ce qu'on a commencé par faire, c'est un bot interne qui permettait, du coup, depuis Slack, comme je disais tout à l'heure, de poser des questions et d'avoir des réponses automatiquement. Donc, ça, gros gain de temps. Et au final, on a créé notre propre modèle d'IA qui qui va offrir à nos clients un assistant virtuel. On pense, nous en tout cas chez Crisp, que l'humain et l'IA sont complémentaires et que pour le moment en tout cas, l'IA ne va pas remplacer l'humain sur ces tâches-là. Parce que
en tout cas sur du service client, parce qu'on pense que c'est super important de garder cette relation humaine dans l'expérience client. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on génère des réponses pré-écrites aux opérateurs qui utilisent Crisp pour les rendre plus efficaces. Ok. Donc, du coup, ils s'en servent, du coup, en fait. Ouais, et après, c'est à eux de choisir s'ils l'envoient ou non. Tu vois. Okay. Mais ils peuvent la compléter aussi, la réponse, et choses. Comme un peu ce que propose, par exemple, alors de manière un peu ancienne, mais c'est un peu ça, du coup, les pré-réponses, en fait, les pré-réponses sur du mail, par exemple, je pense à Gmail, mais il y en a d'autres aussi, mais où ils proposent des pré-réponses, et du coup, en fonction du contexte sur lequel, du coup, il peut y avoir... Ouais, c'est ça. Sauf que là, ce sera nourri sur l'ensemble des conversations en cours, et non pas juste sur l'email que tu viens de recevoir, tu vois. Ouais, d'où. Donc la qualité de la réponse est beaucoup plus forte, et en plus de ça, le modèle il apprend avec le temps. C'est-à-dire que plus tu vas engager avec tes clients, plus en fait le modèle il va s'améliorer également aussi. Donc il y a tout ça qui arrive, et puis en fait après on a tout un tas de fonctionnalités aussi liées à la classification des conversations, être capable de savoir que en fait cette conversation elle parle de tel sujet. Et puis on a des modèles aussi de linguistique qui arrivent sur la traduction automatisée, ouais. Ok. Là, c'est cool, ça a l'air hyper intéressant, en tout cas par rapport même à l'évolution du produit, du coup, par rapport au client, tout ça, c'est vraiment c'est hyper intéressant. Et la petite dernière question que j'ai un peu autour, c'est tu as aussi, dans ton parcours, dans tes profils, vraiment le côté market qui est vraiment très prononcé sur le côté de produit. Et j'ai vu que tu avais écrit justement, ou tu allais écrire, je sais pas si elle est sortie, du coup, la newsletter sur Abondance, du coup, par rapport au SEO. Qu'est-ce que tu en penses, du coup, justement, j'en parlais hier, du coup, avec un collègue sur la partie SEO. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, du contenu lié au SEO par rapport à l'IA? Parce que ça pose, on dit que 80, c'est quoi, 8% des contenus qui sont visibles sur Internet, qui sont produits. Là, ça va peut-être à 1%, du coup, à cause grâce à l'IA. Qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça, du coup? Je pense qu'il y a plein de gens qui vont vendre la poussière. Parce que tout le monde est en train de s'exciter à fond, là, tu vois, sur le fait de générer ses contenus avec ChatGPT, patati, patata. Moi, je l'ai fait il y a 1 an et demi sur 5% du contenu d'une page. Sauf que cette action-là, elle a été répétée sur 200, 300 pages. Donc, c'est du contenu différent, mais à chaque fois, une partie était générée par de l'IA. C'était sur le côté la programmatique SEO, quoi. Oui, exactement. C'était de la programmatique SEO. Ouais. Et en fait, ces pages ont été sanctionnées par Google parce qu'il y a 1 an et demi, Google ne s'était pas positionné par rapport à la gestion du contenu créé par les IA. Aujourd'hui, il dit c'est cool, mais il faut l'enrichir. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire que c'est conneries. Comment Google peut détecter que c'est du contenu généré par l'IA, blablabla. En fait, c'est très simple. C'est très simple à détecter. Donc voilà, moi je regarde et j'ai mes popcorn et j'attends de voir les gens qui pleurent. C'est en tout cas super important d'apporter de l'expertise humaine dans un contenu généré par l'IA. D'accord. Et ensuite, après, pour la recherche, je pense qu'on va se transformer plutôt même, on va arrêter d'appeler de recherche, puis on va parler de réponse plutôt, parce qu'en fait, Google est en train de construire un moteur de réponse et non plus un moteur de recherche. D'autant plus dans une logique conversationnelle. Donc là, ça rebat les cartes de la publicité également aussi, qui va devenir de plus en plus prépondérante à mon avis, et c'est malheureusement le constat qu'il faut faire. Ouais. Et on a également cet enjeu de la gestion du modèle, puisqu'en fait aujourd'hui l'IA c'est avant tout des modèles, des LLM. Ouais. Et donc comment est-ce que tu nourris ce LLM? Et avec ton site, mais pas que, parce qu'en fait Google ne peut pas se baser uniquement sur une seule source pour apporter une réponse pertinente. Plus il y a de sources différentes, plus le modèle est qualitatif. Carrément. Et donc pour ça, il y a tout un travail qu'il va falloir mener dans le futur en tant que marketeur sur les différentes sources de vérité et comment en fait tu peux influencer ce modèle grâce au travail sur les sources tierces. Ouais.
Mais c'est hyper intéressant, je trouve, en termes d'avenir. Du coup, ça fait un peu un coup de pied à la fourmilière, tu vois, par rapport aux habitudes, du coup, ce qui est forcément. Mais c'est vrai que du coup, à travers le temps, c'est quand même un chemin qui, de plus en plus, était affirmé, du coup, notamment, tu vois, quand la position 0 est arrivée, quand du coup, il commençait à répondre à des questions et que du coup, les gens n'allaient moins aussi dans les pages profondes. Enfin, ce côté réponse, comme tu dis, du coup, voilà, on le voit là sur ce qu'il a lancé dernièrement, là, du coup, mais qui n'est pas encore accessible là. Enfin, voilà, on va multiplier les sources et du coup, peut-être que le trafic viendra probablement que là, quasiment, quoi, du coup, demain, quoi. Oui, il va falloir être inventif pour générer de l'intérêt. Je pense que l'image va prendre un impact essentiel, enfin, va redevenir intéressant parce qu'il y a 10-15 ans, le Google Images, c'était quand même un vecteur de trafic très important. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout, ou presque pas. Et ça va le redevenir parce que ce soit pour la publicité qui va être générée de façon automatisée en se basant sur le contenu de ton site, ou tu vois, la recherche ou la réponse, tu vois, à des questions type c'est quoi les 10 meilleurs logiciels pour telle catégorie. En fait, il va y avoir des images qui vont être poussées aussi. Et en fait, je pense que du coup, tout ce qui est, tu vois, illustration, ce genre de choses, ça va disparaître au profit de screenshots produits ultra léchés, quoi. Donc, il y a un monde qui va changer et il va falloir s'adapter rapidement, à mon avis. Non, mais carrément. Non, mais je suis parfaitement d'accord. C'est hyper passionnant, je trouve, du coup, à regarder, à suivre et à anticiper, du coup, comment s'en saisir, du coup, de cette opportunité. D'accord. Du coup, on arrive sur la fin. Dernière question, c'est est-ce que toi, tu as des conseils, des astuces par rapport à votre usage de Notion que tu voudrais partager au-delà de ce que tu as pu déjà partager, mais sur l'initiation ou autre Honnêtement, je n'ai pas la prétention d'être un gros spécialiste de Notion. Donc, je vais te laisser le soin de partager toute ton expertise auprès des gens qui écoutent ce podcast. J'ai pas de recommandations particulières. Voilà, nous, je te dis vraiment, c'est un travail qui a été fait, qui est un travail entre guillemets simple mais fastidieux et qui devrait être fait dans toutes les entreprises parce qu'en fait, le fait de centraliser la connaissance, ça permet à tout le monde d'être plus efficace. Top en tout cas, et merci pour les échanges, du coup. C'était plaisir, Tony, c'était super sympa. Carrément, c'était vraiment cool. Puis du coup, à la prochaine en tout cas. Ouais, avec plaisir. C'est la fin de l'épisode, merci pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Cela le fera découvrir à d'autres personnes. Je te remercie. Je te dis à très vite sur Notion Explorer.